Quelle Chine avez-vous vu? Ces 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire terrestre ou ces 3 millions de kilomètres carrés de territoire maritime? Avez-vous vu ces saisons changeantes et ces paysages divers, des îles tropicales jusqu'aux régions glacées? Prenons l'angle d'observation d'un oiseau. Décollons du sol jusqu'aux nuages et savourons ces images spectaculaires. Aventurons-nous dans des endroits inaccessibles pour découvrir la Chine vue du ciel. Même si vous vivez tous les jours ici, ces paysages qui vous sont familiers ne seront plus les mêmes. Du monde qui nous entoure aux demeures les plus lointaines, en passant par la nature, la géographie, les sciences humaines et l'histoire, ce vol vous fera vivre une expérience inoubliable. Partons donc sans attendre, voyager dans le ciel. La province du Shanxi se situe au nord de la Chine, dont 80% sont des terres recouvertes de montagnes. Les monts Taihang et le fleuve Jaune forment ses frontières naturelles, tandis que la rivière Fenhe et ses affluents ont modelé une chaîne de bassins. C'est l'un des berceaux de la civilisation chinoise. Débutons notre voyage dans le Shanxi par les monts Taihang pour rencontrer un gardien de la route sur la paroi rocheuse, puis admirer les murs de pics innombrables le long des eaux de la vallée, et enfin aller dans des villages de montagne en vue de découvrir leurs récoltes et célébrations. Les hommes araignées ne sont pas étrangers pour nous, mais c'est la première fois qu'on en rencontre un au bord d'une falaise de plusieurs centaines de mètres de haut. Son travail consiste à éliminer les risques éventuels apportés par les pierres qui se détachent de la falaise et tombent sur la route à cause de l'érosion. Chaque fois que cela se produit, les véhicules s'arrêtent à distance pour attendre la fin de l'opération. Nous voici sur les monts Taihang. À l'ouest se trouve le Shanxi, littéralement l'ouest des montagnes. Le mont Wangmangling, de 1665 mètres de haut, forme avec d'innombrables pics similaires un immense escalier. Une fois gravi là-dessus, on arrive au plateau de l'Os. Portons notre regard vers le bas. C'est le paysage unique des monts Taihang qui s'étale sous nos yeux. Ce type de relief est appelé les murs de pic. Les monts Taihang possèdent les plus longs murs de pic sur la Terre. Ce phénomène est rare car les murs de pic s'effondrent facilement. Le manque d'eau et de sol rend difficile l'adhérence de la végétation aux roches. Le vent et le froid fissurent la surface des pierres. Les séismes fréquents font tomber à tout moment des détritus. Les murs s'amincissent graduellement, laissant finalement ces pics isolés et debout au sommet. Ces pics tomberont eux aussi un jour et un nouveau mur de pics émergera. Couche après couche,
le cycle se répète. À une altitude plus basse, des klaxons se font entendre. Car chaque virage ici est quasiment à angle droit. Il est impossible de voir celui qui vient en sens inverse. On ne peut donc que s'avertir mutuellement par des coups de klaxon. Lorsque cette région était encore une plaine, le courant fluvial était déjà doté de multiples méandres. Plus tard, les monts Tairang se sont dressés et les eaux continuaient d'éroder vers le bas. Au bout de 1,8 milliard d'années, s'est formé un dénivelé de plus de 1000 mètres. L'homme araignée a enfin achevé son travail. La circulation reprend. Cette route de vie a été creusée en 30 ans par les villageois de la vallée de Siyago, au pied de la montagne, à l'aide de marteaux et de forêts en acier. La route, longue de 7500 mètres, dont un 5e sous-tunnel, est suspendue au bord de la falaise de 600 mètres de haut. L'homme araignée est un descendant d'un constructeur de la route. Ce que les pères ont bâti, les fils l'entretiennent. Aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être réalisées grâce à la technologie. Mais face à la montagne, il faut s'adapter à son tempérament. Autrefois, pour aller à l'autre côté d'une montagne, les anciens devaient d'abord trouver son entrée. Les signes sont là où s'interrompt naturellement une chaîne de montagnes. C'est là que se trouvent les portes des monts Tairang. La vieille route de Baising, malgré son dénivelé de 300 mètres, ne se permettait pas d'avoir une seule marche, parce que depuis plus de 2500 ans, devaient passer par ici les chars et chariots. Pour faire face aux gigantesques montagnes, les anciens ont conçu 72 virages, permettant aux véhicules d'avancer de manière détournée. Une fois au sommet, les chars ne pouvaient toujours pas aller au-delà de la montagne. Les anciens ont commencé alors à construire une route le long de la montagne. Il y a 50 ans, une nouvelle route a été construite jusqu'au-dessous de la vieille route. L'itinéraire est similaire, mais il accueille de nouveaux voyageurs. L'ancienne voie de Baising n'est plus occupée. Et le temps, il a aussi fermé tout doucement la porte de la montagne. Certains cherchent à sortir de montagne alors que d'autres sont déterminés à y rester. Sur la falaise, une communauté d'habitants vit à un endroit très élevé et très dangereux aussi. Depuis très longtemps, les habitants du village s'habituent déjà à vivre paisiblement à une hauteur de plus de 1300 mètres. Il y a plus de 600 ans, leurs ancêtres arrivés ici pour fuir des désastres ont commencé leur vie sur la falaise. Si le sol manque extrêmement dans les montagnes, par contre les pierres y sont abondantes. Avec des pierres, les villageois de Yuejiajai ont bâti des champs en terrasse, bien que certains parmi lesquels ne font que 2 mètres de large aux endroits les plus étroits. Pendant plus de 600 ans, ont été aménagés 2000 étages de champs en terrasse. Malgré l'absence du soleil à certains endroits, le sol y est entièrement conservé. Les kakis sont mûrs. Les villageois accrochent les branches avec de longues perches à fourchus, puis les tournent pour faire tomber les fruits. Dans la
vie monotone sur la falaise, la récolte des kakis est un plaisir que doit partager toute la famille. Dans les monts Taihang, près de 100 villages traditionnels vivent ainsi, au rythme du lever et du coucher du soleil. Mais parfois, la vie des montagnards peut être aussi excitante. Sur la muraille, un groupe d'audacieux affronte le feu. La ferraille doit être chauffée jusqu'à 1600 degrés Celsius. À une température inférieure, le fer fondu présente une couleur rouge ordinaire. Chauffée plus fort, elle devient blanche. Pour jouer des jets de fer fondu, il faut que la fonte en liquide soit blanche. Puis on lance de toute leur force le fer fondu en liquide qui va s'épanouir en fleurs à 9 mètres de haut, hors de la muraille. Et, 4 secondes plus tard, refroidir en débris pour descendre jusqu'à la surface de l'eau. De temps en temps, des jets de liquide tombent sur le corps de ces montagnards, mais ils ne s'en soucient pas du tout. Ils ne pensent qu'à utiliser toute leur force pour lancer le liquide, à la prochaine fois, encore plus dispersé. Tous les 15e jours du janvier lunaire est le jour du festival où les habitants de Zhezhou célèbrent la bonne récolte de l'année précédente et fêtent l'ouverture ardente de la nouvelle année. À partir de maintenant, nous allons assister à une course de patinage de vitesse sur le fleuve jaune encore gelé. Ensuite, déposons, le 15 du 7e mois lunaire, nos vœux et nos souvenirs sur les eaux fluviales. Puis, admirer une cascade qui ne cesse de reculer, et enfin voir des terres fertiles offertes par les courants fluviaux. Cette partie du fleuve jaune est la frontière qui sépare le Shanxi de la Mongolie intérieure. À l'arrivée de la saison des grands froids, les eaux sont couvertes de la glace. La bordure blanche cristallise les derniers flots avant le gel. Quand l'eau devient glace, elle augmente de volume, qui donne des pressions mutuelles et forment ainsi des fissures. En ce moment, la température est de moins 30 degrés Celsius. Mais pour certains, c'est le moment où l'on est prêt à faire la fête. Ils arrosent et réparent la surface de la glace, éliminent les résidus et enfin polissent de nouveau la surface. Tous ces préparatifs spéciaux sont destinés à une compétition. Au signal du starter, les athlètes, comme d'habitude, les mains mises sur le sol, glissent de toute leur force, maintiennent leur vitesse, passent les virages avec précaution. Près de 200 athlètes sont venus des 4 coins du pays. Le résultat n'est pas leur unique objectif. Pour beaucoup d'entre eux, cette compétition est inédite. C'est en effet la première fois qu'ils patinent librement sur le fleuve jaune, entre le ciel et la terre. Le fleuve jaune qui coule peut transporter les sentiments et souvenirs des habitants de Retu. Tous les 15e jours du 7e mois lunaire, on pose des lanternes sur les eaux du fleuve. Il y a plus de 500 ans, c'est d'ici que des bateaux partaient pour le nord. Mais il y avait toujours des risques imprévisibles au cours du voyage. Comme il ne rentrait pas toujours, des lanternes fluviales pouvaient commémorer les disparus en route. Aujourd'hui, les gens rendent hommage à leur famille toujours de cette manière.
Selon des écrits historiques, il y a 4000 ans, la cascade de Rouco se trouvait à l'emplacement de cet îlot en aval. Comme l'évolution du fleuve jaune était constamment enregistrée, on a pu constater que la cascade n'avait cessé de se déplacer vers l'amont. Les eaux fluviales emportent sans cesse de la boue et du sable et comme un papier de verre, polissent continuellement les paliers du lit du fleuve. Les chutes de Rouco évoluent en fait à chaque seconde. Ainsi s'écoule-t-il ici le fleuve jaune de manière torrentielle et sans arrêt. Chaque année, des millions de touristes viennent admirer la magnificence de la cascade, mais aussi vivre cette rencontre exceptionnelle. Car tôt ou tard, la cascade de Rouco s'apaisera à un endroit en amont, même disparaîtra à un moment et mettra fin à son voyage. Adieu au magnifique déferlement de la cascade de Rouco, ici le fleuve jaune trace à Chelot la plus douce courbe de sa posture. Cette partie du fleuve semble vouloir briser l'encerclement des montagnes labyrinthiques. Or, des roches dures lui barrent la route. En fait, entre l'entrée et la sortie du méandre Chelot, la distance directe est de 700 mètres. Mais le cours d'eau doit parcourir une énorme courbe qui fait plus de 8000 mètres pour finir le trajet. Et de manière inattendue, ce qui fait de ce méandre le plus grand courbé du fleuve jaune. Le fleuve jaune continue de s'écouler. Il serpente toujours au pied des montagnes. Finalement, le fleuve jaune quitte le plateau de l'Osse pour se déverser de manière plus capricieuse sur des terrains plus plats. À une vitesse ralentie, les sédiments tels que la boue et le sable se déposent et la largeur de son lit se balance tout au long de son parcours. Tout cela se reproduit périodiquement. Ainsi s'est formée cette plaine alluviale qui est devenue plus tard des terres fertiles. Au confluent du fleuve jaune et de la rivière Funre se trouve le temple de Rotu, maintes fois détruit et reconstruit. Pendant plus de 2000 ans, des empereurs de différentes dynasties ont successivement venu ici et ont maintes fois effectué à cet autel des sacrifices aux eaux et à la terre. Mais les crues du fleuve jaune ont emporté le temple de Rotu à plusieurs reprises. Chaque destruction a été suivie d'une reconstruction. C'est la préoccupation perpétuelle des habitants face au fleuve jaune et aussi sa gratitude envers celui-ci. Continuons notre voyage. Dans le lac salé multicolore, un travail millénaire est en cours. Voilà la plaine alluvionnée par la rivière Funre. Nous sommes ici dans une grande résidence en complexe de cours où flottent les fumées de cuisson. Et dans une vieille ville antique, la vie continue comme d'habitude. Et ce grand Sophora attend depuis toujours ses vieux amis répartis dans des pays lointains. Lorsque la salinité est élevée, les algues de la Dunaliella salina prennent une couleur rouge. C'est une espèce d'algue qu'on peut trouver uniquement dans les eaux salées. À l'extérieur des bassins, où la salinité est moins élevée, elle conserve sa couleur verte originale. La différence de couleur
résulte de la différence de temps consacré de séchage du sel. Le voilà le plus grand lac du Shanxi, le lac salé de Yunchang. Ces piscines de sel de formes variées témoignent de la saliculture pratiquée à différentes époques par différentes personnes. La rencontre entre l'homme et le lac salé date d'il y a plus de 4000 ans. Sous le soleil, le sel se cristallise constamment et les sauniers continuent de récolter. Une fois récolté, le sel est emballé, puis chargé dans des chariots, enfin transporté vers des régions lointaines. L'homme et le temps ont fait évoluer les couleurs du lac salé. L'homme découvre la nature et s'y attache. Le lac salé, quant à lui, reste ce qu'il est, accompagné de l'homme de génération en génération. Pour le peuple du Nord, sous chaque cheminée doit avoir un lit en briques chauffées. Dans une famille, plus de cheminées signifie plus de chambres et donc plus de prospérité familiale. Depuis la dynastie des Yuan, la famille Wang à Lingche ne cesse d'ériger de nouvelles cheminées. Composées à l'origine d'une pièce et d'une cour, leur demeure s'est grandement multipliée et transformée en une cité. Cependant, la famille Wang le trouvait encore à l'étroit. Au final, ses membres l'ont agrandi en 5 cités. Avec ses 123 cours et 1118 chambres, les touristes, même en une journée tout entière, ont de la peine à tout visiter. La porte fermée, la visite d'aujourd'hui prend sa fin. Derrière les grands murs, aussi vastes que soit la cité, vivent toujours de nombreuses petites familles. Non loin de là, une vieille ville se réveille au lever du soleil. Le matin, les habitants vont au travail. Une batterie chargée permet au vélo électrique de rouler 2 semaines, car le trajet est court et le lieu de travail se trouve juste au coin de la rue. Des hommes et des femmes de certain âge dansent sur la place qui se trouve au pied des remparts de la vieille ville. De l'autre côté des remparts, le rythme s'accélère. La gymnastique des écoliers pratiquée à leur récréation est aussi populaire dans la ville. Ici, les colis express peuvent être livrés directement aux habitants dans les cours. Seulement, à la vue du drone, le propriétaire, un peu étonné, se dit « Quel est l'intérêt de filmer une scène aussi anodine ?» Il n'y a pas de feu de circulation dans la vieille ville. Un agent routier et une voiture de police suffisent pour maintenir l'ordre et la circulation de toute la ville. Ici, nous sommes à Pingyao. Vers la fin du siècle dernier, Pingyao a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial pour avoir conservé toutes les caractéristiques des villes antiques chinoises. Mais pour les habitants, l'ancien siège du gouvernement du comté de la dynastie Ming ou la grande salle de la dynastie Jin ne sont que de simples anciens voisins. La vieille ville de plus de 2700 ans et la tour Tingyu, vieille de plus de 600 ans, entendent non seulement la pluie, mais aussi la vie quotidienne des habitants, leurs peines et leurs joies. C'est peut-être grâce à ces habitants que nous pouvons voir une vieille ville vivante. Au revoir la vieille ville et les vœux de l'homme sont apportés dans les montagnes. Ici, les gens expriment leurs vœux d'une manière exceptionnelle.
Ils accrochent des cloches de bénédiction sur la falaise pour qu'elles soient vues et entendues. Les concavités de la paroi rocheuse servent d'abri aux clochettes contre le vent et la pluie. Nul support à emprunter pour accrocher des clochettes sur une falaise de 100 mètres de haut, cela a l'air bien dangereux et, du même coup, fournit à l'homme une scène pour montrer son habileté. Il concentre toute son énergie, porte le pied fermement contre la roche et avec la force des jambes, il se lance le plus loin possible. À mesure que la paroi rocheuse s'éloigne, elle est de plus en plus concave, la scène s'élargit sans cesse et le balancement va atteindre sa limite. Brasage en acier peut feindre l'élan. À force d'incliner à 45 degrés, le point d'accrochage est suffisamment sécurisé. Les vents se promènent dans les montagnes, les clochettes sonnent et les bénédictions des humains résonnent entre le ciel et la terre. En plus de l'envoi de bons vœux, on rend aussi hommage aux ancêtres. Selon les récits, dans les premières années de la dynastie des Ming, de nombreux habitants du Nord ont quitté leur pays natal pour se déplacer ailleurs, et ce grand Sophora était le lieu de rassemblement avant leur départ. Le Sophora est un arbre élancé et très commun dans le nord de la Chine. Pour ceux qui se sont installés ailleurs, ils auraient nostalgie de leur pays natal, à chaque fois quand ils voyaient ces arbres. De telles migrations ont eu lieu plusieurs fois dans l'histoire de la Chine. Les trajets migratoires devraient être très durs. Pourtant, ils ont permis aux descendants des migrants de se répartir aujourd'hui un peu partout dans le monde entier. Partons maintenant pour le nord du Shanxi. À côté des volcans éteints, la marche des humains ne s'arrête jamais. Puis, dans les grottes anciennes, on verra des statues recluses. En haut des montagnes se trouvent des tours de défense gardées autrefois par d'importantes troupes et hors de la passe stratégique s'avançaient les migrants. Le bassin de Datong se situe aux confins nord du Shanxi. Depuis des dizaines de milliers d'années, la puissance de l'eau est à l'œuvre ici pour remodeler la terre. Cette évolution n'a jamais cessé. Jusqu'à nos jours, on peut encore voir dans certains endroits le processus qui reste en cours. La force des eaux qui coulent a pu fendre la terre, formant des ravins et vallées. En amont, les colonnes de terre sont grosses et épaisses. En cours moyen et en aval, les courants d'eau commencent à converger et leur puissance s'accumule. Ainsi, par l'érosion, les colonnes de terre devenues plus minces se sont fragilisées à cause de l'argile sablonneuse. Des terres peuvent encore être emportées chaque fois quand il pleut, ou même par un coup de vent. Ce paysage, qui se trouve exclusivement sous l'horizon, ne reste jamais immobile. La prochaine fois quand nous reviendrons ici, ce sera un autre paysage. Les athlètes qui participent à cette compétition ne visent pas seulement de meilleurs résultats, mais aussi parce qu'ils sont attirés par une trentaine de volcans qui jalonnent l'itinéraire de la course. Il y a environ 740 000 ans, ces volcans sont entrés en période d'éruption pendant plus de 600 000 ans, pour définitivement s'éteindre quand leur énergie était épuisée. Pour les habitants de Datong, les volcans sont des voisins familiers.
On s'installe sur les cratères, on construit des tours de guet sur les cônes volcaniques, on plante des arbres à la place même des cratères. Les volcans ont arrêté depuis longtemps leur mouvement, tandis que l'homme continue d'aller de l'avant. Pendant la dynastie des Wei du Nord, au 5e siècle, des grottes ont commencé à apparaître dans la montagne Wuzhou. On trouve dans ces grottes plus de 50 000 statues de tailles différentes. Par exemple, sur cette soutane se trouverait plus 1000 voire plus. Les grottes étaient autrefois munies d'édifices en bois, appelés avant-toits, en bois à l'extérieur. Érodés par le temps, ces derniers se sont effondrés. Sans escalier, il est difficile pour les visiteurs de gravir sur la falaise et de voir de près les images de statues qui se trouvent dans plus de 200 grottes de petite et moyenne taille. Finalement, en vol, nous pouvons les retrouver, toutes. Ici, c'est une partie de la Grande Muraille construite sous la dynastie des Ming. Elle est une ligne de démarcation. Au-delà, ce sont de vastes steppes, et en deçà, ce sont des terres fertiles. Il y a des centaines d'années, c'était, sous la dynastie des Ming, l'un des 9 centres stratégiques frontaliers les plus importants, dont Shahrubao, situé au pied de la montagne, était la forteresse du centre. Seulement, pour beaucoup de personnes, son nom évoque des scènes d'adieu. Les ânes, animaux dociles et endurants, étaient d'excellents compagnons de route. Suivant leurs propriétaires, ils allaient quitter le pays natal pour gagner la vie par-delà de la Grande Muraille dans des régions éloignées. Ce type d'exode était connu et appelé pendant les dynasties des Ming et des Qing Zhou-Xi-Kou. Sortir de la passe ouest de la Grande Muraille pour joindre l'exode vers le Grand Nord de Chine. La tour de garde Shahuko était l'endroit où on se disait adieu entre les proches et les membres de la famille, qui ne se reverraient peut-être plus jamais. De nos jours, beaucoup d'habitants en Mongolie intérieure ont gardé encore le même accent que ceux du Shanxi. Depuis plus de 400 ans, l'accent du pays natal n'a pas changé. C'est une terre pleine d'énergie. Une fois extraits, des charbons seront transportés vers tous les coins du pays. Voilà 2 pandas qui nous font signe. Ils ne produisent que de l'électricité. En 70 ans, un désert peut être se transformer en forêt. Ce camion chargé d'explosifs va accomplir une mission spéciale. À Shanxi, près de 40% de son sous-sol ont du charbon, dont certains se trouvent à une très faible profondeur. Seules les personnes à la fois audacieuses et minutieuses peuvent diriger l'enfouissement des explosifs. Il faut mettre 250 kg d'explosifs dans un trou de 15 mètres de profondeur. Face à ces 200 trous, un véhicule chargé d'explosifs peut réaliser la mission en moins d'une demi-journée. Les fumées dissipées, sous les cailloux s'émerge la couche de charbon.
Il est temps pour les camions lourds de monter sur scène. Ils ont une hauteur qui est égale à un bâtiment à 3 étages et travaillent en synergie avec des piocheuses de taille comparable. L'expédition journalière de charbon est de 55 000 tonnes en moyenne. Et la production annuelle de charbon brut du Shanxi est près d'1 milliard de tonnes. Chaque jour, les trains arrivent comme promis et le charbon est l'unique voyageur à bord. À l'intérieur de ces grands carboducs fonctionne le mécanisme de la dépollution qui s'effectue en 7 étapes. Le charbon est d'abord débarrassé des impuretés et arrosé d'un dépoussiérant qui agglomère les particules de poussière. Lorsque l'avant du train entre déjà en gare, son arrière reste encore très loin. Sa longueur totale est de 1300 mètres. Mais cela ne suffit pas. Par souci d'efficacité, 2 trains de cette longueur sont joints bout à bout pour former un train spécial de transport du charbon. Un train pareil peut assurer l'alimentation électrique de quelques 3000 ménages pendant 1 an. Chaque jour, en moyenne, plus de 80 trains partent d'ici vers le reste du pays. Comme dans une course de relais, désormais, la chaleur et la puissance fournies par le charbon vont être suppléées par des énergies nouvelles. Sur le sol, un panda nous fait signe de la main. Ah, pardon, 2 pandas. Sur plus de 120 hectares de terre saline se dressent 170 000 panneaux solaires photovoltaïques. 2 bébés pandas pleins d'énergie produisent chaque année suffisamment de l'électricité pour assurer la consommation de 34 000 ménages pendant 1 an. Quand on voit les pandas, on rencontre également un collègue qui est le gestionnaire du site. Grâce à la technologie thermographique, ce drone peut repérer rapidement les panneaux en panne qui seront réparés à temps afin d'assurer le bon fonctionnement de la centrale. Dans le futur, un autre couple de parents pandas sera construit ici. Être ensemble, c'est la chose la plus importante pour une famille. L'électricité produite ne doit pas rester stagnée un seul instant. Des électriciens montent à une hauteur de 70 mètres au-dessus du sol pour procéder à l'examen de cette autoroute électrique. Accroupis si bas, l'on dirait que ces électriciens rampent là-dessus. Comme le vent est violent, en haute altitude, par souci de sécurité, ils doivent abaisser leur centre de gravité pour maintenir l'équilibre. Quand un électricien peut enfin marcher debout, il lui arrive d'être barré par un collègue. Alors, après un signe de salutation, il le dépasse directement sur le côté par le bord de la ligne de haute tension. Ne vous inquiétez pas, il est protégé par une corde de sécurité bien fiable. Sur cette voie aérienne étroite, une parfaite coopération tacite est indispensable pour réaliser un déblocage tellement saisissant. Ici, les travaux de maintenance complète se déroulent 1 fois par an. Il est impossible de les effectuer depuis le sol. Les électriciens doivent marcher le long des lignes en personne pour découvrir les moindres dangers potentiels. En moyenne, chaque électricien doit parcourir 8000 mètres là-haut par jour. Au plus fort des travaux, plus de 100 personnes effectuent en même temps ces traversées aériennes. Yoyu souffrait autrefois des tempêtes de sable et de la stérilité des terres. Certains ont même affirmé qu'elle était inhabitable pour les êtres humains. Mais les habitants de Yoyu, au lieu de s'y résigner, se sont déterminés à transformer le désert en oasis.
Depuis la plantation du premier arbre jusqu'à aujourd'hui, se sont déjà écoulés 70 ans. Grâce aux efforts inlassables des habitants de Yoyu, la couverture forestière du district est passée de moins de 0,3% à 54%. Pour se souvenir de l'histoire, les habitants de Yoyu ont délibérément laissé une pente déserte. Mais la forêt environnante ne voulait pas revoir la désolation qui existait autrefois. L'humidité de l'air a continué d'augmenter et les graines d'herbe se sont répandues naturellement avec le vent. La verdure a alors recouvert la pente déserte. La dernière étape de notre voyage est consacrée à la recherche du passé et de l'avenir. D'abord, la magnifique pagode en bois, qui est le paradis des hirondelles. Ensuite, les temples de la falaise, suspendus en l'air. Puis, la dynastie des Tang, cachée dans les montagnes. Et enfin, la ville Taiyuan, qui est en train de vivre un renouveau. Les hirondelles reviennent chaque printemps. Les vers sur la pagode en bois de Yingxian sont leur nourriture favorite. C'est un goût familier qui leur fait plaisir depuis près de 1000 ans. Les artisans ont dû consacrer 140 ans pour assembler ce grand bloc de construction, le plus haut parmi ceux qui existent depuis le temps ancien. Sa hauteur dépasse un immeuble de 20 étages d'aujourd'hui. La pagode en bois de Yingxian est restée debout pendant 1000 ans grâce à de nombreux dispositifs mis en place par ses constructeurs. Au sommet, la flèche en métal, haute de 10 mètres, est reliée à 8 chaînes en fer. Ce filet métallique constitue un paratonnerre résistant à la foudre de tomber sur la pagode. Chaque arche de godet, do-gong, est composée d'au moins 50 pièces assemblées à tenons et à mortaise. L'ensemble de la pagode en bois est une réalisation des accrochages par plus de 100 000 pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres avec de divers interstices qui absorbent toutes sortes de forces externes. Alors déjà subi plus d'une quarantaine de tremblements de terre, la pagode a pu rester toujours sain et sauf. Le monastère suspendu semble tout petit, mais lorsqu'on monte sur la falaise de près de 50 mètres de haut, il devient immédiatement immense. Marchant à haute altitude, certains tremblent de peur, tandis que d'autres avancent fermement. Ces derniers, sans doute, savent-ils être rassurés par des piliers sous leurs pieds. Or, ces piliers ne sont qu'un trompe-l'œil. Ce qui soutient vraiment le monastère, ce sont les poutres transversales au-dessus des piliers. Chacune d'entre elles, longue d'une dizaine de mètres, a la majeure partie de leur corps enfoncé dans les roches pour qu'elles puissent supporter le poids de l'édifice. Avec ces 27 poutres dignes de confiance, les artisans ont finalement osé construire 41 pièces de tailles différentes à flanc de la falaise. L'imagination des artisans chinois leur a permis de suspendre le monastère dans les airs. Nous voici au point culminant de la plaine du nord de la Chine. Après une longue évolution géologique, les reliefs montagneux, formés il y a plus de 2 milliards d'années, ont laissé derrière eux 5 montagnes au sommet doux. On les appelle le mont Wutai. À leurs pieds se trouve un temple isolé, qui est l'une des structures en bois les plus anciennes existant encore en Chine. Respectant le style de l'architecture des Tang, les arches de godets de la salle orientale du temple sont particulièrement grandes. Elles ont en fait 1 mètre plus longues que celles de la salle de l'harmonie suprême, Taire, de la cité interdite. Les murs simples de la façade peuvent supporter de superbes avant-toits
de près de 4 mètres. En grimpant le long de la crête, on peut voir le toit encore plus vaste. Les détails de cette architecture discrète témoignent de la splendeur éblouissante de la dynastie des Tang. De fortes chutes de neige peuvent recouvrir les traces de la modernité. Pourtant, de la dynastie des Tang à nos jours, on arrive à découvrir au mont Wutai des architectures classiques de toutes les dynasties qui sont cristallisées en fait dans cet univers de fraîcheur durant plus d'1 millier d'années. Les 2 pagodes du temple Yongzhou ont été construites il y a plus de 400 ans. Ces pagodes jumelles contemplent la Terre depuis et a vu se dresser des amis similaires plus de 300 ans après. Seulement, ces derniers ont une forme plus ronde, sans bord saillant. D'énormes réserves souterraines de charbon font du Shanxi une importante base industrielle et énergétique pour la Chine. Les cheminées, comme de vieilles amies des habitants de Taiyuan, ont fourni l'énergie indispensable dans leur travail et la vie courante. Mais ces amis ont aussi provoqué inévitablement de la pollution. Finalement, les habitants locaux ont ouvert la voie vers la renaissance de Taiyuan. En 1 an seulement, ont été démolies dans cette ville 11 663 cheminées noires. De plus en plus d'usines hautement polluantes et à forte consommation d'énergie font leurs adieux à Taiyuan. Parallèlement, la rivière Phenhe, déjà tarie depuis certains temps, a retrouvé sa limpidité grâce au réaménagement qui lui a été consacré. Un parc long de 30 km a été conçu et réalisé tout le long de la rivière, et cette longueur continue d'augmenter d'année en année. La verdure s'étend sans cesse. Des bâtiments pleins de conceptions originales et conformes aux normes de faible teneur en carbone, d'écologie et d'économie d'énergie deviennent les nouveaux symboles de la ville. Comme les anciens l'ont constaté, le Shanxi est marqué par les eaux fluviales et les montagnes qui le protègent. À Shanxi, on peut admirer la majesté de la chaîne des montagnes Taihang, la grandeur du fleuve jaune, d'abondantes richesses du plateau de l'Eus et le plus grand nombre d'architectures antiques de Chine. Aujourd'hui, cette terre ancienne fournit encore et de manière soutenue ses énergies et sa dynamique à la Chine moderne.